painel da manhã será sobre segurança jurídica e justiça constitucional. Para compor a mesa, convidamos como presidente o professor Dr. José Alfredo de Oliveira Baracho, titular da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito, livre docente em Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional e Direito Político. Temos também a satisfação de convidar o professor Dr. Bertrand Mathieu, professor junto à Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, membro do Conselho de Administração da Associação Francesa dos Constitucionalistas. Convidamos também o professor Dr. Richard Gévontian, professor junto à Universidade de Aix-Marseille, França, diretor de pesquisas junto ao Grupo de Estudos e de Pesquisas sobre a Justiça Constitucional. E também, com satisfação, recebendo, vindo de Portugal para nos prestigiar, professor Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, membro do Conselho Superior da Magistratura de Portugal. Com a palavra, o senhor presidente da mesa. Dando início a esta sessão de hoje, do 9º Encontro Nacional de Direito Constitucional e do 1º Congresso de Constitucionalistas do Mercosul, com o título geral de Segurança Jurídica, agradecemos ao professor Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho o convite para presidir essa reunião de um acontecimento que é hoje da maior importância no direito constitucional brasileiro e mesmo a nível internacional. A cada ano solidifica os grandes debates de direito constitucional e a presença de professores, alunos, advogados e todos aqueles que dedicam aos estudos jurídicos. Para iniciar o debate de hoje no tema Segurança Jurídica e Justiça Constitucional, passamos a palavra ao Dr. Bertrand Mathieu, da França. Com a palavra. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de commencer mon intervention, remercier sincèrement et chaleureusement le Président Ferreira Filho de m'avoir fait l'honneur de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous sur cette question de la sécurité juridique en droit constitutionnel. Et j'aborderai cette question à partir du droit constitutionnel français. Le concept de sécurité juridique est paradoxalement de plus en plus largement utilisé à la fois dans le champ juridique et dans le champ politique, mais il ne fait pas l'objet d'une reconnaissance dans un texte constitutionnel. On l'a dit hier, le principe de sécurité juridique est essentiellement un produit d'importation qui est issu pour l'essentiel du droit allemand et qui s'implante par l'intermédiaire du droit de l'Union européenne. Il est intéressant alors de se demander pourquoi ce principe connaît un succès de plus en plus important dans un système juridique qui, à l'origine, l'ignore. Il est vrai que son utilisation par les autorités normatives et juridictionnelles européennes, aussi bien d'ailleurs au niveau de la Convention
du droit de la Convention européenne des droits de l'homme que du droit de l'Union européenne, favorise l'implantation du principe en droit français. Mais d'autre part, le développement d'un système juridique de plus en plus largement fondé sur les droits fondamentaux et qui vise donc nécessairement à l'universalité, rend les droits nationaux plus perméables aux apports du droit comparé. Par ailleurs, la sécurité juridique est très liée avec la notion d'état de droit et les développements de cette notion d'état de droit facilitent l'insertion du principe de sécurité juridique dans le droit national. Plus largement, ce principe répond à des exigences de sécurité qui s'imposent au regard d'un environnement de plus en plus complexe et à des évolutions de plus en plus incertaines. Si l'on cherchait un autre principe tout à fait différent à la fois dans ses origines et dans sa signification, mais qui aussi connaît un développement nouveau, on pourrait tracer un parallèle avec le principe de précaution. Principe de précaution qui est relatif à l'appréhension juridique du champ scientifique. Et il traduit une préoccupation similaire de sécurité dans un univers juridique ou scientifique relativement incertain. En droit aussi, le développement que l'on peut parfois juger excessif de la pénalisation de la vie sociale et politique exige que les règles juridiques soient simples, claires, accessibles, prévisibles. Ce principe de sécurité juridique est en fait utilisé par le juge constitutionnel qui, on reviendra sur cette question, n'utilise pas le terme de sécurité juridique, mais utilise très largement les principes qui s'imposent au nom de la sécurité juridique. Quelques éléments sur la signification de ce principe de sécurité juridique en droit français. En droit français, la sécurité juridique n'est pas conçue comme un principe autonome au regard d'autres exigences comme la non-rétroactivité, la protection des droits acquis, la confiance légitime, la légalité, la qualité de la loi. C'est un concept qui englobe en tout ou partie les exigences que je viens de citer. Alors que la construction du système des droits fondamentaux s'opère essentiellement à partir de principes matriciels d'où découlent des principes dérivés, la genèse du principe de sécurité juridique en droit constitutionnel français s'opère de manière différente. En fait, ce principe, nulle part affirmé, bénéficie d'une effectivité réelle. C'est en quelque sorte un principe fédérateur. Il regroupe des principes qui sont utilisés notamment par le juge constitutionnel. Et ces principes sont de nature très diverse. Certains sont directement tirés du texte constitutionnel, la clarté de la loi, la liberté contractuelle. D'autres sont utilisés sans référence textuelle. Il en est ainsi en ce qui concerne les limites à la rétroactivité de la loi en dehors de la matière répressive. En fait, l'ensemble de ces principes liés à la sécurité juridique peuvent être divisés en deux groupes selon qu'ils ont vocation à combattre l'insécurité
qui peut affecter les normes juridiques au fond ou dans la forme, soit à vaincre les incertitudes liées à l'application de la loi dans le temps. La qualité de la loi devient ainsi une exigence constitutionnelle, conduisant le juge à faire porter son contrôle sur des éléments formels du texte qui lui est soumis. Par ailleurs, la sécurité juridique implique une certaine prévisibilité de la législation. C'est en quelque sorte la possibilité reconnue notamment à l'opérateur fiscal, économique ou à tout administré d'évoluer dans un environnement juridique sûr. L'exigence de sécurité juridique ne s'oppose pas à la mutabilité du droit, elle empêche seulement des évolutions trop brutales de la législation ou des mesures trop brutalement rétroactives. Ainsi, la sécurité juridique ne peut être conçue comme conduisant à l'intangibilité de la norme ou des droits ou situations acquises. Très rapidement, les principes liés à la sécurité juridique s'articulent donc autour de ces impératifs de prévisibilité et de clarté. En ce qui concerne la prévisibilité, c'est évidemment le principe de non-rétroactivité des lois qui joue un rôle essentiel. La non-rétroactivité des lois n'est au terme de la Constitution française un principe constitutionnel qu'en ce qui concerne les dispositions répressives plus sévères. Mais d'autres hypothèses ont été retenues par le Conseil constitutionnel où la rétroactivité des lois est inconstitutionnelle. Ainsi, la portée rétroactive d'une loi est limitée par le principe de séparation des pouvoirs qui exige le respect des décisions de justice passées en force de chose jugée. D'autre part, l'application rétroactive de la loi fiscale ne peut porter aux droits des contribuables qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi. En ce qui concerne les principes liés à la protection des droits acquis, il n'existe pas en droit constitutionnel français de droit général à la protection des droits acquis. Une telle protection peut cependant représenter une exigence constitutionnelle dans deux hypothèses, s'agissant de situations liées à l'exercice de libertés fondamentales et s'agissant de la protection des droits nés des contrats. Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel a affirmé en 1998 que le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, si la liberté de contracter relève au premier chef du principe de liberté, le maintien de l'économie des conventions et des contrats en cours relève plus directement du principe de sécurité juridique. Autre principe, le principe de confiance légitime. C'est un principe, là encore, dont le traitement par le juge constitutionnel est un petit peu particulier. Le juge constitutionnel a expressément dénié toute valeur constitutionnelle au principe, et je cite le Conseil, dit de confiance légitime. Ce rejet de toute valeur juridique, voire de toute existence, au principe
de confiance légitime peut, me semble-t-il, et je m'avance peut-être un peu, mais peut, me semble-t-il, être considéré comme un mouvement d'humeur de la part du Conseil constitutionnel, beaucoup plus que comme un rejet argumenté de la valeur de ce principe. Ce que l'on peut dire, c'est que le principe de confiance légitime est un principe essentiellement subjectif, en ce que l'atteinte qui lui est portée s'apprécie au regard de la confiance que tel ou tel individu a pu inscrire dans la stabilité du cadre juridique dans lequel il évolue. Ainsi, une même évolution du droit peut porter atteinte au principe de confiance légitime à l'égard d'une catégorie d'individus et non à l'égard de tel autre. Cependant, à propos de dispositions de validation législative, et j'ouvre une parenthèse concernant cette pratique qui est une pratique extrêmement habituelle en droit français, de manière schématique. Si un contrat ou un acte administratif est irrégulier et qu'il est susceptible d'être annulé par le juge, le législateur déclare valider cet acte. C'est-à-dire que de cette manière, il maintient dans l'ordonnancement juridique un acte irrégulier ou le fait échapper au contrôle juridictionnel. C'est une pratique extrêmement courante. À propos de dispositions de validation législative, le Conseil constitutionnel a pris en considération la situation des personnes concernées selon un raisonnement que l'on peut rattacher à la confiance légitime. À l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admettait la conventionnalité, c'est-à-dire la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, d'une disposition de validation parce qu'il s'agissait de corriger une malformation législative à laquelle les citoyens devaient s'attendre, le Conseil constitutionnel a pris en compte des éléments de même nature, c'est-à-dire l'appréciation subjective des citoyens par rapport à l'intervention du législateur. Le Conseil constitutionnel a donc pris en compte des éléments de même nature pour apprécier la proportionnalité entre l'intérêt général poursuivi par le législateur et la protection des droits individuels. Il a considéré qu'en l'espèce, les victimes, entre guillemets, de la validation n'ont pas un intérêt légitime à défendre leurs droits, ces droits n'étant ni fondés ni rattachés à un légitime espoir. Autre grande perspective du principe de sécurité juridique, c'est la qualité de la loi. La sécurité juridique nécessite que le droit soit accessible et lisible. Et le Conseil constitutionnel, en 1999, sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui en droit français est représente l'affirmation de l'état de droit, c'est-à-dire en substance, il est dit qu'un État où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée et où les droits ne sont pas garantis n'a pas de constitution. En s'appuyant sur cette formule et sur le principe d'égalité, le Conseil constitutionnel a considéré que était une exigence constitutionnelle la règle selon laquelle la loi doit être accessible et doit l'être également pour tous. Pour que les citoyens soient réellement égaux devant la loi, il faut qu'ils la connaissent de manière simple et accessible. Pour qu'ils puissent défendre leurs droits, il est nécessaire qu'ils aient une bonne compréhension de la loi. Véritablement deux mots sur le fondement constitutionnel de principe de sécurité juridique. En France, longtemps, et j'ai vu que la question avait pu se poser au Brésil aussi, il avait été suggéré de rattacher le principe de sécurité juridique au principe de sûreté, tel qu'il est affirmé également dans la déclaration de 1789.
Le danger d'un tel lien entre la sûreté et la sécurité juridique, c'est que la sûreté, en fait, en droit français notamment, mais aussi dans d'autres droits, protège essentiellement l'individu en matière juridictionnelle et même plus précisément en matière pénale, c'est-à-dire que c'est le droit de ne pas faire l'objet de mesures coercitives qui ne soient pas justifiées. Le rattachement peut, comme j'ai essayé de vous le montrer, en fait, se faire par rapport à cet article 16 de la Déclaration de 1789 et donc reprendre la logique qui est celle de la plupart des droits d'établir ce lien entre la sécurité juridique et l'état de droit. Autre question, qu'est-ce que c'est que ce principe de sécurité juridique? La sécurité juridique occupe certainement une place essentielle au sein du système des droits fondamentaux, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il s'agisse d'un droit fondamental. Ce que l'on peut noter, c'est qu'elle s'inscrit, là encore, dans une évolution du système juridique qui tend à privilégier les droits garantis, les droits qui sont des garanties, sur les droits substantiels. Et je crois que c'est encore un des éléments qui permet de considérer que le principe de sécurité juridique est un principe relativement révélateur de certaines évolutions profondes du système juridique. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, et inutile de revenir sur cette question, doit naturellement être concilié avec d'autres principes constitutionnels et il ne présente aucun caractère absolu. En fait, la sécurité juridique peut être considérée comme un objectif constitutionnel, c'est-à-dire qu'il s'impose aux autorités normatives, mais qu'il ne peut être considéré, tout au moins en droit français, comme un droit subjectif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être invoqué directement par un citoyen devant un juge. L'un des domaines privilégiés du principe de sécurité juridique est celui des validations législatives. Et les validations législatives présentent sur le terrain de l'analyse du principe de sécurité juridique un intérêt tout particulier. En effet, ce qui est en jeu lorsque l'on apprécie la constitutionnalité d'une loi de validation, c'est une conciliation, un équilibre entre, en fait, trois principes: le principe de légalité, de conformité au droit, le principe de séparation des pouvoirs et le principe de sécurité juridique. Pourquoi? Bien, parce qu'on a un acte juridique illégal. L'intervention du législateur a pour objet de faire comme s'il était légal, c'est-à-dire d'aller à l'encontre du principe de légalité. Le législateur ainsi interdit au juge de connaître de cet acte, interdit au juge de le censurer, ce qui serait naturellement passé si cette intervention n'avait pas lieu. Donc, le principe de séparation des pouvoirs est en cause. Et enfin, la validation législative intervenant nécessairement rétroactivement, elle est susceptible de mettre en cause un certain nombre de droits appartenant aux particuliers, c'est-à-dire que un citoyen, avant la loi de validation, pouvait saisir le juge pour lui faire déclarer que l'acte était illégal, il ne le peut plus. Alors c'est là, évidemment, très intéressant, parce que l'on se trouve dans une situation de conflit entre des principes qui, en général, sont rattachés au principe de sécurité juridique. L'évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point marque de manière assez nette la prise en compte d'un nouvel équilibre entre des exigences liées à l'intérêt général et celles relatives à la sécurité juridique. Et à la suite de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sanctionnant une disposition de validation déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel,
le Conseil constitutionnel a renforcé ses exigences en la matière, et ce renforcement des exigences conduit en fait à un déplacement de la priorité du juge constitutionnel. Dans un premier temps, en matière de validation, le souci essentiel du juge constitutionnel était d'assurer la protection du juge contre les interventions du législateur. Ici, plus directement, ce qui est pris en compte ne sont pas directement les intérêts du juge, mais plus directement les intérêts du citoyen dont les droits peuvent être menacés. C'est-à-dire qu'il faut éviter, sauf justification totalement impérative, qu'un citoyen ne puisse pas exercer son droit au recours ou qu'il ne puisse pas tirer profit des effets d'une décision juridictionnelle qui lui était bénéfique du fait de l'intervention du législateur. Le véritable enjeu du contrôle de la constitutionnalité des validations législatives est de déterminer la conciliation qui doit être opérée entre les droits des justiciables auxquels la validation porte atteinte et l'intérêt collectif qui peut justifier une telle atteinte. Ambiguïté là encore, puisque l'on se trouve dans un système où il faut concilier l'inconciliable. Ainsi, à contrario, la sécurité juridique peut justifier, dans certains cas, le recours à des validations législatives. Certaines lois de validation répondent à des nécessités qui tiennent au fait que l'application stricte du principe de légalité est susceptible de conduire à un désordre juridique important, notamment en remettant en cause des situations légitimement acquises sous l'empire des textes précédents. Et là, recourir à une validation législative va conduire à porter atteinte aux droits de certains citoyens, mais au nom d'une défense de la sécurité juridique globale, de la sécurité du système juridique. En fait, cet apparent paradoxe qui résulte du recours au concept de sécurité juridique, tant pour justifier certains recours aux validations législatives que pour en censurer d'autres, s'explique par le fait que ce principe de sécurité juridique est en fait essentiellement l'instrument d'un contrôle de proportionnalité. Et je terminerai en disant que l'on a, me semble-t-il, ici encore, une piste intéressante. Que le principe de sécurité juridique est encore révélateur d'une évolution que l'on connaît, mais qui prend, me semble-t-il, des proportions particulièrement importantes. En fait, à ce développement d'un droit plus porté sur la protection des procédures que sur le droit substantiel, à un droit plus fondé sur des valeurs très générales que sur des normes précises, à cette évolution se joint celle, en fait, de la place de plus en plus considérable que prend, peut-être à l'instar d'autres droits que le droit français, le principe de proportionnalité. En fait, une mesure est ou n'est pas constitutionnelle selon un examen de la proportionnalité de cette mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on n'est plus dans un système de proportionnalité entre des exigences constitutionnelles, mais dans un système où le principe de proportionnalité est lui-même l'exigence constitutionnelle.
c'est-à-dire que l'on opère un contrôle de proportionnalité entre les mesures que prend le législateur et les buts qu'il poursuit. C'est un contrôle de proportionnalité interne à la loi, sans finalement qu'il soit toujours nécessaire de faire intervenir des principes substantiels, constitutionnels, autres que le principe de proportionnalité lui-même, et peut-être que le succès du principe de sécurité juridique tient au fait que c'est un instrument tout à fait adéquat pour ce contrôle de proportionnalité. Je vous remercie. Agradecemos ao professor Bertrand Mathieu pela análise que fez da importância do Conselho Constitucional francês, que hoje tem uma criatividade jurisprudencial que está gerando uma série de discussões em torno da constitucionalização do direito, da constitucionalização do direito civil, da constitucionalização do direito processual. Quando os autores franceses estudam a legitimidade das decisões dos juízes constitucionais. Em prosseguimento desse nosso seminário, passamos a palavra ao professor Richard Chevantier. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mes chers amis étudiants, je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, adresser tous mes remerciements au président Ferreira Filho pour l'honneur qu'il me fait de m'inviter à cette si prestigieuse réunion, pour la chaleur de l'accueil qu'il a manifesté également à notre égard, qu'il trouve ici le témoignage à la fois de ma fierté et de ma reconnaissance. Je voudrais également remercier tous nos collègues brésiliens et toute l'équipe d'organisation de ce congrès, de cette rencontre. Ils font tous un travail merveilleux et, encore une fois, ils nous accueillent avec beaucoup de chaleur. J'ai choisi de vous parler rapidement du principe de sécurité juridique en Europe à travers la justice constitutionnelle. Si, comme vient de l'indiquer fort brillamment notre collègue Bertrand Mathieu, en France, le principe de sécurité juridique n'en est encore qu'à ses premiers pas, qu'à ses premiers balbutiements, il semble, et ce n'est peut-être qu'une impression, beaucoup mieux implanté dans les constitutions européennes, notamment celles des pays ressortissants de l'Union européenne, mais pas seulement, comme l'atteste d'ailleurs l'exemple polonais. C'est sans doute fort de ce consensus européen que l'Union européenne elle-même, dans son propre droit, et depuis déjà plusieurs années, depuis presque 40 ans, depuis 1961, l'Union européenne a en effet élevé la sécurité juridique au rang de principe général. Et depuis, sans entrer dans le détail qui nous éloignerait un peu du sujet, et depuis, la Cour de justice des communautés européennes a fait référence à de très nombreuses reprises à ce principe dans sa jurisprudence, et cela de manière expresse, et cela de manière explicite. Ainsi, très rapidement, encore une fois, telle cette Cour consacrée au titre de la sécurité juridique, la non-rétroactivité des actes communautaires, y compris, et c'est très intéressant d'ailleurs, y compris celle de ses propres arrêts d'interprétation ou d'invalidation qu'elle rend sur envoi préjudiciel. Elle a ainsi consacré la clarté, la précision du droit, notamment en matière fiscale. Elle a également consacré le principe d'inopposabilité d'un acte qui n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante. Enfin, et j'aurai l'occasion d'en redire un mot,
elle a utilisé dans ce contexte le concept assez ambigu de confiance légitime. Cette très rapide incursion dans le droit communautaire européen étant faite, il faut bien sûr arriver maintenant au cœur du sujet, à savoir le principe de sécurité juridique dans ou à travers les constitutions européennes ou certaines constitutions européennes. Bien entendu, vous le comprenez, je n'aurai ni le temps ni la prétention d'être complet, d'être exhaustif sur cette question. Je souhaiterais simplement, à travers ce très modeste exposé, apporter ma petite contribution à l'étude d'une notion dont les contours ne sont pas toujours très simples à dessiner. Pour ce faire, et de manière extrêmement classique, je vais étudier successivement les fondements constitutionnels de ce principe, les fondements de ce principe, avant d'en examiner son contenu. Quels sont les fondements constitutionnels du principe de sécurité juridique? Bertrand Mathieu l'a fort clairement expliqué il y a un instant. L'un des problèmes, l'un des paradoxes, c'est que ce principe de sécurité juridique est utilisé de plus en plus, alors que finalement, on a de très grandes difficultés à lui donner un fondement constitutionnel unique, ou en tout cas faisant l'objet d'un consensus. Ces fondements du principe de sécurité juridique sont donc difficiles à dégager, et ceux-ci sont très rarement explicites. Très rarement, les constitutions font explicitement, expressément référence au terme même de sécurité juridique. Souvent, ce concept se cache, se dissimule derrière d'autres notions, comme celle d'état de droit, ou encore derrière d'autres règles ou d'autres principes extrêmement variés. Alors, est-ce qu'il existe des exemples de références constitutionnelles explicites au principe de sécurité? Ceci est rare, mais on peut citer la Constitution espagnole, qui emploie expressément le terme à l'alinéa 3 de son article 9. La Constitution, je cite, garantit le principe de la légalité, la hiérarchie et la publicité des normes, la non-rétroactivité des dispositions impliquant des sanctions, la sécurité juridique, la responsabilité des pouvoirs publics et l'interdiction de tout arbitraire de leur part. On notera ainsi que, apparemment, la sécurité juridique apparaît dans ce texte comme autonome, comme un concept autonome. Mais en fait et en pratique, les choses sont nettement moins claires dans la mise en œuvre du principe par le juge, puisque le juge estime que ce principe est la somme du principe de l'égalité, de la publicité des normes, de la non-rétroactivité de la loi ou encore de l'interdiction de l'arbitraire. En quelque sorte, dans cette Constitution, la sécurité juridique, mais c'est un peu la réalité générale, la sécurité juridique est tout à la fois un élément de l'ensemble et l'ensemble qui transcende tous les éléments. Si la Constitution espagnole inclut directement la sécurité juridique dans le corpus constitutionnel, la Constitution portugaise, mais je n'y ferai qu'une brève allusion, notre collègue le professeur Blanco est beaucoup plus compétent que moi sur ce sujet, naturellement, la Constitution portugaise n'y fait, si je ne me trompe, expressément référence qu'indirectement à l'article 282.4 à propos des situations où le tribunal constitutionnel, au moment d'une déclaration d'inconstitutionnalité, peut restreindre la portée des effets de l'inconstitutionnalité qui se produisent normalement extingues. Quand des raisons, je cite, de sécurité juridique, d'équité ou d'intérêt public, d'importance exceptionnelle motivée l'exigeront, quand des raisons de sécurité juridique l'exigeront, le tribunal constitutionnel pourra attribuer aux effets de l'inconstitutionnalité ou de l'illégalité une portée
plus restrictive qu'il n'est prévu au paragraphe 1er et 2. Ces références expresses au principe de sécurité juridique que l'on trouve dans les constitutions espagnoles et portugaises sont toutefois l'exception. Dans la plupart des cas, les constitutions européennes y font allusion de manière dissimulée à travers d'autres concepts ou d'autres principes. Alors, quelles sont les références implicites, non expresses, au principe? Quels sont les fondements implicites, non exprès, au principe? Historiquement, c'est à travers le concept d'état de droit que s'est introduit dans le droit constitutionnel des États européens cette notion. Mais on peut le dégager aussi à travers la consécration d'autres principes. L'état de droit paraît tout de même comme un principe matriciel, en quelque sorte, de la sécurité juridique. L'exemple le plus significatif, naturellement, est ici celui de l'Allemagne, d'autant que ce pays semble bien être le berceau spirituel du principe de sécurité juridique. En Allemagne, en effet, ce principe est considéré comme un impératif, en allemand, pardonnez-moi mon accent, Gebot des Rechtssicherheit, un impératif ayant une valeur constitutionnelle. Il ne s'agit cependant pas d'un principe autonome, mais d'un principe dérivé directement de l'état de droit affirmé, consacré par l'article 20 de la loi fondamentale de 1949. Les pouvoirs exécutifs et judiciaires sont liés par le droit et par la loi. Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel. Toute une série de décisions de la Cour constitutionnelle font ainsi référence à la sécurité juridique comme constituant un élément des plus importants de l'état de droit, et les décisions sont assez nombreuses. Ce lien intime avec l'état de droit se retrouve aussi au Portugal, où la Constitution proclame dès son début que la République portugaise est un état de droit démocratique. Et, si je ne me trompe, la doctrine et la jurisprudence portugaise, dans sa majorité, reconnaît, comme l'Allemagne, que le principe de sécurité juridique découle directement de cette notion d'état de droit. La Pologne établit, elle aussi, cette corrélation entre l'état de droit et le principe de sécurité juridique. Cela se comprend aisément. Dans un pays où, vous le comprenez, le concept d'état de droit a une très forte charge symbolique, clairement affichée dès la chute du régime communiste. Ainsi, dès 1989, l'amendement dit de décembre 1989 fait de la Pologne, je cite, un État démocratique de droit. Et cet amendement de décembre 1989 est réaffirmé dans l'article 2 de la Constitution de 1997 qui dispose « La République polonaise est un État régi par la loi ». Le tribunal constitutionnel a d'ailleurs très bien su actionner ce levier constitutionnel en déclarant que le principe de l'état de droit exprime un ensemble de principes concrets et en faisant référence au principe de législation décente, sorte de reflet du principe de sécurité juridique proche, comme nous le verrons, du concept de confiance légitime. J'aurai l'occasion d'y revenir. Si le principe de sécurité juridique semble souvent tiré directement de l'état de droit, il peut également venir d'autres principes, être une synthèse, une sorte de synthèse de principes constitutionnels variés. Et c'est le cas dans la plupart des constitutions européennes où ce principe, finalement, est reconnu. Ce principe apparaît comme une sorte de synthèse de plusieurs principes constitutionnels variés, mais relevant toujours d'un même esprit. En Grèce, par exemple, la sécurité juridique découle des différents textes constitutionnels relatifs à la non-rétroactivité des lois en général, ou des lois pénales,
encore précisément des lois fiscales. La constitution de la Confédération helvétique, la constitution suisse, fonde ce principe notamment sur son article 5 qui dispose que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de bonne foi. Je ne vais pas dresser un catalogue de ces différents principes, on va les retrouver. Je crois qu'il faut simplement relever, noter que dans la plupart des constitutions européennes, la sécurité juridique découle de principes classiques, connus, comme la non-rétroactivité de la loi, et pas seulement pénale, comme principe de légalité, principe de publicité, de l'interdiction de l'arbitraire. Finalement, on le voit, et à de rares exceptions près, les fondements constitutionnels du principe de sécurité juridique ne sont pas très faciles à établir. Et dans ces conditions, il va revenir au juge, et plus particulièrement ce qui nous intéresse, au juge constitutionnel, de mettre en œuvre ce principe et finalement de lui donner ses véritables contours, sa véritable physionomie. La mise en œuvre du principe de sécurité juridique par le juge constitutionnel ne s'est pas avérée non plus, et ça se comprend, chose très simple. Elle se fait à travers d'abord un concept qui est aujourd'hui très à la mode, que l'on utilise très souvent, c'est le concept de confiance légitime, d'inspiration lui aussi allemande. Mais cette mise en œuvre se fait aussi à travers d'autres principes plus classiques. Commençons par la confiance légitime. J'avoue que je suis embarrassé. En soi et en théorie, ce concept pose un problème. Car souvent, finalement, on le confond avec le principe de sécurité juridique. Et il n'est pas certain, mais je ne vais pas entrer dans le débat, il n'est pas certain que ce concept, ce principe de confiance légitime, dispose d'une autonomie complète par rapport au principe de sécurité lui-même. En Allemagne, la Cour constitutionnelle rappelle de façon régulière que la sécurité juridique doit s'entendre avant tout comme la garantie de la confiance légitime. Avant tout, cela fait de cette notion, de ce concept, une composante du principe de sécurité juridique. Cela permet de penser que le principe de sécurité juridique est finalement plus vaste, plus large. La confiance légitime apparaît ainsi comme un fondement en quelque sorte moral de la démocratie, fondement moral indispensable dans nos sociétés contemporaines, parce qu'il permet aux citoyens de croire dans le bien fondé de leurs institutions, dans le bien fondé de leurs droits, du droit que ces institutions génèrent, engendrent, dès lors que les citoyens sont assurés du caractère sûr et prévisible des normes qui vont leur être appliquées. Pris dans son sens le plus général, comme semble le faire le Conseil constitutionnel français, ce principe regroupe des exigences diverses comme la prévisibilité, l'information du citoyen, la non-rétroactivité ou encore l'aménagement de dispositions transitoires en cas de changement législatif. Mais, là encore pour aller vite, pour simplifier, le domaine d'intervention privilégié de ce principe en Europe reste le domaine de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité, c'est le même problème, de la loi, et pas seulement pénale, que la loi soit générale ou fiscale. Ce problème n'est pas uniquement un problème de loi pénale. L'Italie, et je parle ici, encore une fois, sous le contrôle de mes éminents collègues italiens, l'Italie semble accorder une place croissante à la protection de la confiance légitime dans son ordre juridique interne, et ceci est une évolution, je crois, indépendamment de l'application qu'elle peut donner
aux normes et principes communautaires ou européens. Faisant découler ce principe du concept de bonne foi, d'origine romaine, la fides, l'Italie l'utilise de plus en plus vis-à-vis du législateur dans le cadre des lois rétroactives. Si pendant longtemps la Cour constitutionnelle italienne a manifesté, semble-t-il, beaucoup de réticence à appliquer ce principe pour ne pas porter atteinte à la liberté de jugement du législateur et pour éviter tout blocage économique ou social, il semble bien que désormais la Cour se montre plus réceptive au bon respect de la confiance légitime dans ce domaine. Ainsi, dans une décision de 1985, la Cour affirme-t-elle que s'il n'est pas interdit au législateur d'édicter des dispositions qui modifient de façon défavorable des rapports juridiques déjà commencés, ces dispositions ne peuvent avoir des répercussions arbitraires sur les situations réglementées par les lois précédentes, en frustrant ainsi la confiance du citoyen dans la sécurité juridique qui constitue un élément fondamental de l'état de droit. C'est une décision, une sentence du 17 décembre 1985. On peut encore citer le Portugal, où le tribunal constitutionnel fait application de cette notion pour résoudre le problème de la rétroactivité des lois, surtout à travers le principe de protection de la confiance, plutôt que par le biais du principe de non-rétroactivité des lois, qui longtemps n'avait qu'un caractère législatif. Là encore, si je me trompe, la Constitution n'ayant consacré le principe de non-rétroactivité que depuis la révision récente de 1987. Nous pouvons encore citer le tribunal constitutionnel polonais, qui intègre le principe de confiance légitime dans ce qu'il appelle, je cite, les principes de législation décente. Ainsi, dans une décision de 1990, affirme-t-il à propos de la non-rétroactivité des lois que ce principe est l'un des éléments essentiels du principe d'état de droit et, ajoute-t-il, découlant de ce principe, le principe de confiance du citoyen dans l'État exige que ne soient pas édictées de dispositions juridiques rétroactives. Ici encore, la référence au système totalitaire, au système normatif totalitaire où la rétroactivité est assez fréquente, notamment des lois pénales, la référence est évidemment extrêmement claire. Enfin, le tribunal fédéral suisse fait lui aussi référence à la confiance légitime, mais en insistant, lui, sur les assurances, les informations ou les renseignements que l'autorité publique peut fournir aux citoyens et pour donner ainsi aux citoyens des garanties assurant leur sécurité juridique. Le tribunal fédéral suisse fixe d'ailleurs des conditions très restrictives à l'application de cette jurisprudence. Très rapidement, quels sont les autres principes ? Parmi les autres principes qui permettent la mise en œuvre de la sécurité juridique par le juge constitutionnel, on trouve, et M. Bertrand Mathieu y a insisté tout à l'heure, on trouve la clarté, l'intelligibilité, la précision de la loi. Si en effet, nul n'est censé ignorer la loi, celle-ci doit être compréhensible. Et elle ne doit pas poser de problème d'interprétation pour le citoyen, même si, évidemment, cela ne signifie pas que toutes les lois doivent être totalement limpides. Le juge a encore un rôle d'interprétation. Mais il faut qu'il y ait un minimum de compréhension par le citoyen. Ce dernier, le citoyen, doit devoir percevoir clairement le contenu de la loi et les obligations qui en découlent pour lui, et les sanctions éventuelles, d'ailleurs, qu'il pourrait encourir. La sécurité juridique ne peut alors être établie que si le législateur n'utilise pas de clauses générales, imprécises, ambiguës ou de clauses incohérentes. Par exemple, il faut que les dispositions de la loi soient conformes et non pas contraires, soient conformes à l'objet même, à l'objectif poursuivi par la loi. Cette exigence de clarté, d'intelligibilité, de précision est
reprise par la plupart des juridictions constitutionnelles européennes, y compris d'ailleurs la juridiction française. Et on la retrouve dans l'exemple espagnol. Le tribunal espagnol affirme que l'exigence, je cite, de l'article 9.3 de la Constitution relatif à la sécurité juridique implique que le législateur doit poursuivre la clarté et non la confusion des normes. C'est encore le cas de la Cour allemande qui applique cette exigence, notamment aux lois d'habilitation qui permettent à l'exécutif de prendre un certain nombre de décisions à la place du législatif. Et ces lois d'habilitation qui doivent être suffisamment précises et limitées quant à leur contenu. Enfin, et c'est intéressant, la Cour allemande applique cette exigence de clarté aux actes des autorités judiciaires sur le fondement de l'article 101, alinéa 1 de la loi fondamentale, qui dispose que nul ne doit être soustrait à son juge légal. En Italie, la Cour constitutionnelle a appliqué cette exigence dans le domaine pénal. Tout d'abord dans une décision du 8 juin 1981, ensuite et surtout dans une décision du 24 mars 1988, où il s'agissait d'apprécier la constitutionnalité d'une disposition législative, en l'occurrence, si je ne me trompe, l'article 5 du Code pénal. L'article 5 du Code pénal n'excluait pas, en effet, l'application de la loi pénale dans l'ignorance du citoyen, dans certaines conditions. La doctrine s'est beaucoup disputée là-dessus, et la Cour a finalement tranché en affirmant que le citoyen ne pourra être poursuivi que pour les actions qu'il peut contrôler et jamais pour les conduites réalisées dans l'ignorance non coupable. Ainsi, clarté, intelligibilité, précision, ainsi le législateur est-il contraint de veiller avec soin à la manière dont est rédigée la loi, précisément pour répondre aux exigences de la sécurité juridique. Et cela est extrêmement important à une époque où l'on assiste à une inflation législative, où la production de lois devient extrêmement importante, où la quantité de lois produites augmente. Eh bien, l'exigence de quantité, si je puis dire, en prenant les expressions liées au droit de la consommation ou à la consommation, à l'exigence de quantité va venir s'adjoindre l'exigence de qualité. On peut encore citer le maintien des droits acquis comme autre principe. Et là, je reprendrai l'exemple polonais. En Pologne, le tribunal constitutionnel a très tôt, dès le retour de la démocratie, déclaré que les droits acquis doivent être protégés à travers le principe d'état de droit. Toutefois, conscient des difficultés insurmontables que pourrait engendrer cette jurisprudence, si on a une vision absolutiste du maintien des droits acquis, le droit ne bouge plus, ne peut plus rien faire. Conscient des difficultés, donc, le tribunal a assoupli son position en estimant notamment que les dispositions remettant en cause certains droits acquis sous le régime communiste pouvaient être constitutionnels. Décision du 8 septembre 1999. En Suisse, le maintien des droits acquis n'est reconnu que très exceptionnellement, notamment lorsque le maintien de situations immuables est expressément garanti par le législateur. Alors on pourrait continuer à évoquer les principes permettant la mise en œuvre de la sécurité juridique, par exemple l'interdiction de l'arbitraire, le principe de légalité, les garanties de procédure, notamment en matière pénale, mais cela nous conduirait, je pense, trop loin. Alors en conclusion, nécessairement incomplète, comme mon exposé, nécessairement provisoire, vu l'évolution de la matière, je pense qu'il faut seulement retenir à partir des expériences européennes quelques enseignements simples. D'abord, en premier lieu, si le principe de sécurité juridique semble accepté, consacré ou en voie de consécration, comme en France sans doute, il règne une certaine cacophonie quant au fondement de ce principe et quant à sa mise en œuvre. La mélodie est au départ la même, sans doute, elle est sans doute la même. Les variations sur le thème sont très nombreuses, à tel point qu'on se demande encore s'il s'agit forcément toujours
de la même musique. Deuxième enseignement, ce sera plus positif. J'ai commencé par un enseignement un peu négatif. Le deuxième enseignement plus positif, c'est que finalement, toute cette cacophonie apparente, toutes ces variations cacophoniques, peuvent se retrouver autour d'un thème général commun, le respect de l'état de droit, qui semble de nature finalement à transcender toutes ces différences. Enfin, et ce sera vraiment mon dernier mot, si le principe de sécurité juridique doit sans doute être largement reconnu, c'est une exigence, il faut à tout prix éviter qu'il ne devienne un principe trop rigide, trop absolu, aux contours trop incertains. Si c'était le cas, le principe deviendrait si rigide qu'il ne pourrait longtemps résister à une tempête. Le droit deviendrait si rigide qu'il ne pourrait longtemps résister à une tempête politique, une tempête sociale ou une tempête économique. La sécurité juridique doit servir l'état de droit, la sécurité juridique doit servir le droit tout court, mais elle ne doit devenir ni une entrave à son développement, ni un obstacle à son progrès. Je vous remercie. Agradecemos ao professor Richard Chamontian essa exposição, onde traz os temas essenciais referentes à segurança jurídica, com as suas incursões nas constituições da Itália, da Suíça, de Portugal, da Polônia, da Espanha e da Alemanha, demonstrando assim a importância da temática a nível de um mundo em que se fala, e alguns livros revelam, sobre a problemática da universalização da justiça constitucional, ou como os alemães pretendem, a jurisdição constitucional. Em seguida, damos a palavra ao professor Dr. Carlos Blanco de Moraes. É com o maior prazer e entusiasmo que retorno a essa minha outra pátria de sempre, que é o Brasil, a convite do Instituto Pimenta Bueno. Não se está a ouvir. Agora já se ouve. Perdão. É com o maior prazer e entusiasmo que retorno ao Brasil a convite do Instituto Pimenta Bueno e do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um eminente justpublicista da USP, que tanto tem contribuído para enlaçar o direito constitucional português e o brasileiro, e com o qual a Faculdade de Direito de Lisboa tem a honra de contar como, depois do seu doutoramento honoris causa, como um dos seus mais ilustres doutores. Saudaria também os meus colegas brasileiros e estrangeiros, fazendo uma menção particular ao professor Giuseppe de expectativas e comportamentos e consequencialidade das respectivas ações. Esta definição permite-nos estabelecer uma relação entre o conceito de segurança jurídica e de justiça. Se a justiça garante a coerência e a plena exigibilidade do direito positivo, a justiça é um fim primacial desse mesmo direito. Ora, apesar de tudo, apesar da segurança jurídica estar imbrincada com a justiça e com a realização do direito, justiça e segurança podem não ser conceitos absolutamente equivalentes. Como pressuposto existencial do direito, a segurança jurídica constitui uma condição de realização da justiça, que é o primeiro fim desse mesmo direito. Condição que, sendo necessária, não é todavia suficiente, já que nem sempre o conteúdo do direito positivo serve o fim da justiça. Por exemplo, num estado de pura legalidade formal, leis iníquas, degradantes para a dignidade da pessoa humana, podem ser aprovadas e publicadas de acordo com estritos atributos exigenciais de segurança jurídica, nomeadamente a publicidade, a certeza,
a estabilidade, a não retroação e a efetividade das normas jurídicas. Vista esta mesma relação e sentido a importância de ato-condição, de valor-condição do próprio direito, verificamos que no tempo presente de um Estado de Direito intervencionista, um Estado de Direito social e intervencionista, existem várias áreas críticas onde a segurança jurídica sofre uma erosão preocupante. Erosão que alguns, os pessimistas, entendem ser uma patologia irreversível e os otimistas como uma nova forma de conhecer o direito. Sabemos que são atributos da segurança jurídica, e isso já foi aqui expresso, e da positividade do direito, a publicidade, a durabilidade, a existência de regras e a não retroatividade de normas que imponham sacrifícios. Ora, alguns destes valores encontram-se sujeitos a várias dificuldades. Eu permitiria apenas focar 3 deles. Primeiro, o problema da durabilidade do direito. A durabilidade constitui uma condição do conhecimento e da confiança dos cidadãos no conteúdo desse mesmo direito. Como exigir aos destinatários de uma lei o seu devido conhecimento e calculabilidade de condutas futuras, se a mesma lei for sujeita a permanentes alterações ou revogações? Ora, malgrado esse facto, verifica-se que no tempo presente, no quadro de um Estado intervencionista, se verifica aquilo que, perdoem-me a expressão, tem sido qualificado como uma verdadeira orgia legislativa, em que o intervencionismo estatal, utilizando por vezes um léxico schmittiano sugestivo, gerou uma motorização da lei caracterizada não apenas pela sua enorme quantidade de regras que coloca em circulação, mas por contínuas alterações e derrogações supressivas no seu preceituado, que nos recorda uma antiquíssima afirmação de Tácito, plurime leges corruptissima res publica. Em Portugal, são códigos de importância suma, como o penal, processual penal e o processual civil, sujeitos a sucessivas revogações globais, sem esquecer as alterações pontuais. E mesmo no Brasil, o professor Gonçalves Ferreira Filho fez menção ontem às medidas provisórias, à incerteza do seu regime de caducidade com efeitos ex tunc em caso de não conversão em lei e à prática da sua reedição sucessiva, situação que se tornou num verdadeiro tumor de fixação no sistema jurídico. Ora, esta situação da falta de estabilidade dos regimes jurídicos é uma realidade que, apesar de algum esforço da teoria da legislação para criar pautas específicas de consolidação normativa, não tem, todavia, conseguido ser domada e, segundo alguns autores, vai continuar a suceder. Outro fator, um segundo fator, é a problemática da inexistência ou a existência ambígua de normas de resolução de conflitos. Sabemos que os códigos civis das disposições preliminares estabelecem regras sobre o preenchimento de lacunas e sobre a resolução de antinomias através de critérios lógicos, como o da cronologia ou da especialidade. Todavia, surgem por vezes, em Estados como o Brasil e Portugal, Estados que no caso de Portugal é um Estado unitário regional e no Brasil um Estado federal, surgem por vezes problemas muito graves no que toca a antinomias impróprias, colisões entre leis, umas do poder central, outras dos poderes autónomos. E muitas vezes essa colisão é resolvida em sede de justiça constitucional. Só que essa justiça constitucional nem sempre é atempada. Muitas vezes é uma justiça tardia, e eu lembro uma afirmação feita ontem, nesta tarde, por um dos ilustres oradores, quando afirmou que a justiça tardia pode redundar em insegurança jurídica e em falta de justiça. Ora, quando há uma colisão entre duas leis, uma do poder central e outra do poder local, situação que tem reflexos em termos de constitucionalidade, qual a lei que deve ser aplicada pelo operador administrativo e aceite pelos destinatários até que a controvérsia seja resolvida pela Justiça Constitucional? É uma situação complexa que pode durar vários anos se não houver vários anos de aplicações discrepantes, se não houver por vezes uma cláusula imediata de solução do conflito até que a Justiça Constitucional se pronuncie. Algumas constituições detêm regras
como a Constituição alemã, regras explícitas sobre a solução de alguns conflitos. Outras constituições, como a espanhola, consagram algumas cláusulas, embora cláusulas profundamente ambíguas, elas próprias causadoras de incerteza e de divergência interpretativa. A Constituição portuguesa, que detinha até há pouco uma cláusula dessa natureza, viu essa cláusula revogada na última revisão constitucional. E a Constituição italiana, penso que lhe falta a existência de cláusulas de resolução de conflitos, sendo a questão, muitas vezes, do conflito dirimida por via de orientação jurisprudencial. Ora, a ausência ou equivocidade das cláusulas, feita muitas vezes em honra de um sacrossanto altar da autonomia dos entes territoriais, constitui um nocivo fator de incerteza e de insegurança. E eu chamaria a atenção para o facto de a mesma ausência de cláusulas de prevalência entre normas jurídicas ocorrer no que toca ao confronto entre o direito da União Europeia, o direito comunitário derivado e o direito interno dos Estados. Situação que ainda não ocorre no Mercosul, mas poderá ocorrer num estádio mais adiantado de integração. O que sucede é que, por exemplo, muitas das constituições, e eu chamo a atenção para a Constituição portuguesa, não nos dizem que, perante direito comunitário que se aplica diretamente no ordenamento português, se esse direito prevalece ou não sobre o direito interno. E em caso de prevalência, se esta ocorre no plano da revogação, no plano da suspensão ou no plano mesmo da invalidade do direito interno. Tudo isso, mais uma vez, é colocado na esfera oracular do intérprete. Terceiro e último aspecto, a clareza. Outro atributo da segurança é a clareza da norma positiva na sua redação gramatical e lexical, porque se entende que deve ser tornada essa mesma norma compreendida pelos respectivos destinatários. Ora, trata-se de uma realidade desafiada crescentemente pelos aluviões legislativos. Em Portugal, por exemplo, as leis parlamentares têm deficiências claras em termos não só de constitucionalidade, mas também de técnica legislativa e redação gramatical. E desde 1995 que a qualidade dos membros do Parlamento desceu dramaticamente. E isso contagiou ou inquinou necessariamente, de uma forma muito grave, a qualidade das leis. Diferentemente são as leis do governo e do executivo. Em Portugal, o governo detém uma ampla autonomia legislativa. Ora, as leis governamentais são melhor fabricadas do que as leis governamentais são melhor fabricadas do que as leis parlamentares, o que não significa que sejam necessariamente leis mais claras. Muitas vezes têm obscuridades propositadas, onde se escondem ou inconstitucionalidades dissimuladas ou delegações implícitas e atribuições ocultas a certas autoridades, aumentando a insegurança jurídica. Uma palavra também, em termos de clareza, para as leis que são pactuadas em parlamentos fragmentados em muitas forças políticas, ou leis que são negociadas nos conselhos de concertação social entre parceiros sociais. De facto, o pactismo, a negociação, a vertigem do consenso geram regimes jurídicos assistemáticos, disposições proféticas, lacunas intencionais, fórmulas ambíguas, especialidades veladas, cuja plasticidade é por vezes suscetível, na boca do intérprete, servir para todas as estações, podendo significar, por vezes, tanto uma coisa como o seu contrário. Ora, falaremos agora do protagonismo ambivalente da justiça constitucional como garante da segurança jurídica. É claro que a dogmatização do direito constitucional como um direito hierarquizado, normativo e relacional apenas surgiu com a sua jurisdicionalização, com a fiscalização jurisdicional da constitucionalidade das normas. Ora, ao ser cometida às jurisdições constitucionais difusas ou concentradas, a função de garantia da Constituição, no âmbito da qual compete proferir a última palavra sobre a constitucionalidade das normas jurídicas, acaba por se atribuir à jurisdição constitucional o papel de sumo guardião da segurança do ordenamento. E essa atribuição ocorre, seja por via positiva, com uma menção à
figura da segurança jurídica na própria Constituição, seja através da hermenêutica, da atividade interpretativa dos tribunais. No que toca à consagração de disposições sobre segurança nas Constituições, que o professor que me antecedeu revelou com grande brilhantismo numa série de ornamentos estrangeiros, eu diria que em Portugal existem menções explícitas ou implícitas à segurança jurídica no âmbito da fiscalização da constitucionalidade. Em primeiro lugar, determina-se no artigo 282 a repristinação de todo o direito que tenha sido revogado pela norma inconstitucional. E essa repristinação evita uma lacuna jurídica que é sempre um fator de insegurança. Em segundo lugar, o mesmo preceito prevê que, caso uma norma seja declarada inconstitucional com força obrigatória geral, pode o Tribunal Constitucional, por razões de equidade ou de segurança jurídica, expressão que está explícita na Constituição, restringir os efeitos retroativos sancionatórios da decisão. Finalmente, há uma ressalva dos casos julgados relativamente aos efeitos sancionatórios, garantindo-se desta forma a paz jurídica, atributo da segurança, e que implica que a partir de um dado momento cessa a luta pelo direito através do respeito definitivo, salvo algumas e raras exceções, por sentenças consideradas firmes. Mas é na atividade interpretativa da Justiça Constitucional que se colocam problemas mais fluidos e, por vezes, mais controversos à matéria da segurança jurídica. O professor Guévotien, que me precedeu, falou do facto de, na Justiça Constitucional Portuguesa, se ter feito apelo, desde, enfim, no final da década de 80, início da década de 90, ao princípio da proteção da confiança. E o princípio da proteção da confiança, ele próprio levantou aspectos tanto positivos como mais problemáticos em termos de segurança jurídica. Surgiu uma lei, a situação ocorreu com grande ênfase jurisprudencial, quando surgiu uma lei que, sem cláusula temporal de aplicação, proibiu brusca e inesperadamente que os presidentes dos municípios pudessem ser simultaneamente deputados ao Parlamento Europeu, uma instância da União Europeia. Ora, a lei afetou, pelo seu caráter brusco e pela ausência dessa cláusula, mandatos pendentes de alguns presidentes de município que eram simultaneamente deputados europeus. E o Tribunal Constitucional declarou a sua inconstitucionalidade à luz do princípio da proteção de confiança, inspirando-se no direito alemão sobre a matéria. Trata-se de um princípio que, segundo o Tribunal, se destina a garantir a segurança jurídica contra leis novas portadoras de uma retroatividade imprópria ou retroatividade fraca que afetem arbitrariamente a continuidade do exercício de direitos ou do gozo de expectativas legítimas constituídas ao abrigo da legislação antiga que tenha sido imprevisivelmente revogada pela lei nova. No caso em estudo, o Tribunal entendeu que a lei em questão afetava arbitrariamente e desproporcionadamente o investimento na confiança, quer dos eleitos, quer dos eleitores, relativamente ao cumprimento pelos presidentes da Câmara e deputados europeus da integridade dos respectivos mandatos à luz da legislação vigente à época da sua eleição. Ora, estamos perante um ativismo consequencialista do Tribunal Constitucional, dado que o princípio da proteção da confiança não está explicitamente previsto na Constituição, tendo sido deduzido do princípio, como disse, aliás, o meu antecessor, do artigo 2º, onde está plasmado o princípio do Estado de Direito Democrático. Foi deduzido do Estado de Direito Democrático. Daí que duas conclusões. A primeira é que, positivamente, o Tribunal Constitucional logrou, através da densificação deste princípio, garantir a segurança jurídica contra essas normas arbitrárias que afetavam retrospectivamente legítimas expectativas. Mais problematicamente, o Tribunal Constitucional deduziu um parâmetro a partir de outro que, segundo uma parte da doutrina, não o supõe necessariamente, não tanto à segurança, mas a uma dimensão hipotética dessa segurança, que é o princípio da proteção da confiança. Ora, aquilo que se arrisca esta dedução
é que o princípio do Estado de Direito Democrático possa converter-se um pouco como na cartola de um mágico, onde podem sair toda a espécie de coelhos. E se, efetivamente, o princípio da proteção de confiança não trouxe grande perturbação, já preocupa mais aquilo que pode sair imprevistamente e sem uma conexão absolutamente lógica do princípio do Estado de Direito Democrático. Sabemos que as constituições podem ser, ou são elas próprias, responsáveis por situações de incerteza ou de insegurança, dado que a crise da legislação que falámos há pouco também inquina a produção de normas constitucionais. Temos hoje em dia constituições excessivamente alteradas, extensas, detalhadas, programáticas, incertas e às vezes utópicas. Temos, por exemplo, com a Constituição Portuguesa e na última revisão constitucional, um exemplo claro dessa situação. A Constituição foi constelada de princípios jurídicos indeterminados e fórmulas ambíguas que nem muitas vezes os constitucionalistas se conseguem pôr acordo para dilucidar. E existem, por vezes, mesmo erros técnicos derivados de uma não adaptação sistemática de muitos artigos que são modificados em relação a outros que com eles se encontram conexos. Na última revisão da Constituição Portuguesa, que virtualmente desfigurou o sistema normativo, nada deste tipo de patologias acabou por faltar. Ora, aquilo que sucede muitas vezes é que quanto mais ambígua, mais incerta, mais principiológica é uma Constituição e quanto mais indeterminados são os seus conceitos, maior será a discricionariedade interpretativa dos tribunais constitucionais. E essa discricionariedade permite-lhes criar, de facto, por via hermenêutica, parâmetros normativos difusos que valem como verdadeiras normas constitucionais geradas à margem do processo constituinte, gerando-se aqui problemas não só de segurança jurídica, mas também problemas em termos de separação de poderes. Em termos agora um pouco reflexivos, acompanhamos uma afirmação feita há muito tempo atrás de López de Oñate, quando afirmou que um grande focos de ameaça à certeza do direito surgiu no plano da interpretação a partir do movimento do direito livre, que após o pós-guerra tentou desconstruir a dogmática jurídica na base de um conjunto de postulados que ainda hoje são aceitos em certos setores da doutrina. Para este sector, a falta de certeza que muitas vezes assoma o direito, longe de ser um risco, seria um imenso valor social, já que o direito não seria um domínio particularmente neutro e a segurança apenas serviria para garantir interesses de classe ou interesses políticos espelhados pelo legislador. Também, e em segundo lugar, o intérprete não seria neutro, já que teria as suas próprias pré-compreensões filosóficas, éticas, políticas e religiosas que se refletiriam necessariamente no seu programa interpretativo. Nesta linha, por exemplo, Plauto Faraco de Azevedo defende no Brasil que o processo interpretativo supõe uma posição previamente assumida em relação ao direito e à vida. Terceiro, a lógica formal é desconstruída por este movimento como um método hermenêutico redutor, já que adensaria o servilismo do intérprete em relação ao texto e desconsideraria a politicidade da norma constitucional. Finalmente, a dogmática é reduzida a um apelo preconceituoso a cânones dados não justificadamente como adquiridos. A teoria crítica, sem ter colocado uma alternativa clara, abriu espaço a um aparecimento de um movimento mítico do chamado direito alternativo e da nova hermenêutica, ou hermenêutica alternativa, que congraça setores das mais variadas tendências e que, por vezes, conseguiu, inclusivamente, encontrar adeptos em várias jurisdições constitucionais. Ora, como pontos desta nova hermenêutica, eu saliento apenas, muito resumidamente, 4. Primeiro, a interpretação constitucional deteria especificidades muito próprias cuja fórmula política seria incompatível com a metodologia tradicional saviniana de interpretação das normas. Segundo, a tópica é erigida a método interpretativo alternativo relativamente à subsunção. Terceiro, a ideia de que a interpretação é concretização e concretização supõe
uma atividade criativa do intérprete traduzida numa pragmática de sentidos possíveis, permitindo a solução do mais consensual ou do mais conveniente sob um ponto de vista político. Quarto, existe o postulado de que a norma não seria necessariamente o paradigma fundamental da decisão do juiz. Mais do que a norma, o paradigma seria o valor ou o princípio constitucional. E lembro aqui uma frase do juiz Hamilton Bueno de Carvalho, de que, neste sentido, que diz que o compromisso do juiz deve ser a busca da justiça, tendo como limites, de um lado, o caso concreto e, de outro, os princípios universais do direito. Ora, considero, pela minha parte, por 4 razões, que a adoção pela justiça constitucional de muitas das propostas hermenêuticas do direito alternativo configuram um risco acrescido para a segurança jurídica. Primeiro, o direito alternativo, na minha opinião, nunca logrou propor uma metodologia interpretativa com pretensões científicas que seja substitutiva do método jurídico dogmático, sendo sim avançada uma amálgama, por vezes, pouco estruturada e caótica de métodos e institutos interpretativos singulares. A tópica, erigida à regra e não à exceção, é, no nosso entender, uma forma de corrupção do direito e de desrespeito do critério democrático da decisão legislativa. A tópica, ao invés de adaptar o facto à norma, dobra a norma ao facto. Longe de aclarar o sentido da norma, substitui por uma pragmática do concreto que redunda em decisões que jamais foram decididas pelo constituinte democrático. Finalmente, o seu casuísmo e imprevisibilidade ilimitada desafiam os imperativos de certeza e de calculabilidade que são inseparáveis da essência do direito como sistema coerente. Quanto à concretização, esta não se reconduz a uma técnica de fabrico hermenêutico de normas constitucionais de segundo grau por parte do juiz a partir da norma interpretada. E isto por 2 razões. Primeiro, porque seria um ato de usurpação de poderes por parte de um juiz garante que subitamente seria graduado em constituinte sem norma habilitante para o efeito. Em segundo lugar, seria um fator crítico de segurança jurídico, já que, sobretudo em sistemas com uma componente difusa ou com uma estrutura difusa de fiscalização difusa, se permitiria que todos os dias saísse da boca dos juízes a produção inovatória e até discrepante de normas materialmente constitucionais, deduzidas ou fantasiadas a partir de regras constitucionais abertas e princípios indeterminados. Concretizar por via interpretativa, diz Klaus Stern, é o trânsito do abstrato para o concreto através de um fio condutor pressuposto por um método jurídico dogmático que não se reduz seguramente à lógica, mas que com ela se não pode contraditar. É que o estado lógico-sistemático da interpretação pode nem sempre ser o mais razoável ou o mais consensual, mas é o mais coerente e não existe segurança jurídica sem coerência. Terceiro ponto, sendo indesmentível que o direito se funda em valores e que estes dispõem de um maior poder de aderência direta em operações interpretativas que vertam em domínios de malha aberta, como é o caso, por exemplo, dos direitos fundamentais, o facto é que o direito não se pode definir como uma principologia. Direitos são princípios e são normas. Ora, conceber um intérprete judicial que ignora a norma e privilegie diretamente a densificação de valores, reais ou supostos, permite criar a tão temida tirania dos valores de que falava Schmitt. Através de uma canonização jurisprudencial de emoções, de sentimentos e de palavras por vezes vazias, converte-se a utopia valorativa numa pseudo-realidade científica por via da sua integração forçada num raciocínio jurídico, pondo-se em risco todo o rigor de certeza e previsibilidade que são apanágio da mesma segurança. Quarto e último ponto. Ligada a esta questão, emerge o problema da legitimidade institucional das jurisdições constitucionais, sobretudo daquelas que recorram sistematicamente a um ativismo audacioso de base tópica e axiológica. As tendências da nova hermenêutica que pretendem substituir nos tribunais o jurídico pelo político, pelo sociológico ou pelo
filosófico levaram nos Estados Unidos John Eli a desabafar que se os juízes passarem a ter de raciocinar em termos de filosofia política, de moral e de religião, por que não colocar, em vez deles, com vantagem, filósofos, novelistas, clérigos ou historiadores? Na verdade, nada nas Constituições habilita a transformação das jurisdições constitucionais em câmaras de revisão constitucional de propensão oracular, para a predição do futuro e com especial missão, e recordo de novo John Eli, de contradizer a maioria legislativa de hoje com os supostos valores da maioria do amanhã. Isto leva a situações patológicas, como a que ocorreu com a frase de Mezzanotte, que chega ao ponto de entender que o Tribunal Constitucional, pasme-se, seria mais importante do que a existência da própria Constituição. Ora, uma jurisdição constitucional que pretende impor consensos e os valores subjetivos dos magistrados à sociedade, em nome da suposta revelação dos valores constitucionais, subjetivamente interpretados, constitui um atentado ao princípio democrático representativo, pois condensa num poder que não é eleito as funções máximas de produtor, de aplicador, de intérprete e de garante das normas constitucionais. E como membro do Conselho Superior de Magistratura de Portugal, permitam-me destacar que entendo que as prerrogativas dos magistrados judiciais, em termos de independência e irresponsabilidade, têm um contraponto, e têm como contraponto de equilíbrio a necessidade de se garantir que as suas sentenças se não pautam, senão vinculam a critérios ideológicos subjetivos ou mesmo a opções partidárias. E é com alguma apreensão que assisto a um excesso de exposição dos magistrados junto dos mass media e ao fator de interação entre essa exposição e as decisões que muitas vezes proferem ou o modo como são fundamentadas. Assisto também a um crescendo de politização das sentenças e dessa mesma fundamentação. E é aquilo que eu me atreveria a qualificar como um certo servilismo, tanto do poder político democrático como da própria universidade, ou setores dessa universidade, pelo menos no meu país, que muitas vezes são tentados a aceitar que será apenas direito constitucional aquilo que os juízes dizem que é. E terminaria dizendo que, apesar de tudo, sou dos que creem que a justiça constitucional no Estado de Direito Democrático soube, com mais ou menos vacilação, autoconter-se, constituindo essa mesma jurisdição um importantíssimo fator de segurança jurídica, pese muitas vezes os defeitos do decisor legislativo e constitucional, defeitos legislativos de origem, no que toca à produção normativa. E creio também que entre um juiz autômato, escravizado a um originalismo e a um textualismo redutor, e um outro contraponto de um juiz taumaturgo ou jupiteriano, que sonha em transformar ou revolucionar a ordem constitucional através da jurisprudência, existe, num plano intermédio, um juiz constitucional guardião que sabe temperar a fidelidade à norma com sentido criativo de justiça e que continua a afirmar-se como indispensável garante da certeza, da previsibilidade e da coerência do direito que nos rege. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Carlos Blanco de Moraes, que desde o início da sua exposição traz aqui algumas considerações sobre a autopoiese. Nesse sentido, aquelas reflexões de Luhmann, Maturana, Varela e o sistema de autorreferência. Eu me lembro também dos paradoxos. Nós poderíamos dizer os paradoxos das medidas provisórias e também os paradoxos da segurança jurídica. Em Luhmann, nós encontraríamos todas essas discussões em torno dos paradoxos. Vemos que esses conceitos e vários que vieram a essas exposições geram uma série de questionamentos de ordem constitucional
inclusive quando falamos em lacunas constitucionais, direitos não enumerados, direitos não escritos. Nos debates de ontem e de hoje, nós sentimos aquilo que o Favereux disse, que nós temos hoje dois grandes sistemas, quando ele, em determinado momento da sua obra, mostra as alterações do direito constitucional francês, assentado nas exposições de clássicos como Berdoux. E, nesse sentido, ele mostra esses dois grandes modelos, o modelo norte-americano e o modelo europeu. O modelo norte-americano, e o professor Carlos Blanco de Moraes trouxe aqui aquilo que existe hoje na Suprema Corte dos Estados Unidos. Duas grandes correntes, a corrente daqueles que denominam conservadores e dos progressistas. Hoje a grande figura, o Justice, é o Antonin Scalia. O Scalia escreveu recentemente um livro dedicado à interpretação constitucional. Esse livro vem acompanhado de alguns comentários do Dworkin, do Lawrence Tribe e outros constitucionalistas norte-americanos, justamente nesta discussão a respeito dos originalistas, dos textualistas, dos interpretativistas e dos não interpretativistas. Onde nos Estados Unidos nós vamos perceber aquelas transformações que ocorrem numa jurisprudência rica. Não aquela citação sempre do caso clássico da Corte de Marshall, não, aquelas que vêm depois do Holmes, Scalia, onde os problemas são tratados hoje de uma maneira ampla. A jurisprudência constitucional norte-americana, quando ela trata, por exemplo, de temas polêmicos, por via ou do Judicial Review, que é um recurso que não tem, às vezes, uma tradução adequada para o nosso idioma, que ele tem uma amplitude muito grande, quando discute temas políticos, federalismo, a lei, direito comercial, commercial law, e inserindo dentro do direito constitucional toda uma discussão sobre esses aspectos. Quando, por exemplo, há certo pouco tempo, a Suprema Corte discutiu o problema da homossexualidade. Se os homossexuais deveriam ser criminalizados ou se eles estariam na comunidade constitucional. Dentre esses debates, como também o famoso caso a respeito do aborto, então há uma riqueza da vida dentro desse sistema americano. Só tem que é um sistema muito voltado para um direito constitucional próprio. E daí que, quando se fala hoje na universalização da justiça constitucional, no modelo da Constituição Austríaca de 1920, na base dos três grandes autores, Kelsen, Eichmann e Jelinek, todos eles falando por uma alta corte de justiça, e hoje naquilo que vários autores têm escrito, numa universalização a respeito dos tribunais constitucionais, na expressão jurisdição constitucional, que alguns empregam, ou na justiça constitucional. Esse seminário consagrou a expressão justiça constitucional, em que nós vamos encontrar na Espanha justiça constitucional, na Itália justiça constitucional, o Zagrebesco no seu famoso livro sobre justiça constitucional. Esse debate nós percebemos pela leitura de toda essa jurisprudência constitucional contemporânea, trazendo os pontos essenciais e clássicos da segurança jurídica, da seguridade, com alguns temas que já vêm sido objeto de debates, desde o Savigny a respeito de todos os métodos empregados pelos exegetas no que diz respeito à interpretação do Código Napoleônico, até chegarmos hoje nesse enriquecimento da justiça constitucional. A justiça constitucional, e que na Bélgica vai tomar um nome de corte de arbitragem, e chegando a alguns livros
dizendo, será esse tribunal um tribunal constitucional, em autores que têm tratado dessa matéria a respeito da justiça constitucional. Então, essa temática da justiça constitucional, ela defronta por pontos essenciais, alguns pressupostos clássicos do direito, e isso o Conselho Constitucional francês tem trabalhado muito bem, quando vem tratando de temas de constitucionalização do direito, e alguns chegando hoje a falar em constitucionalismo sem Constituição, dando ao direito constitucional jurisprudencial toda essa força. E alguns autores franceses chegam a falar, não naquela expressão usada nos Estados Unidos, relacionada ao governo dos juízes, mas de uma ditadura dos juízes. Em livros franceses mais recentes, que tratam do Conselho Constitucional, tendo em vista essa ampliação dessas formas de julgamento, né, o juiz é a boca da lei, e dessa delimitação dos poderes do juiz constitucional. É um tema que aparece nos autores dos países que adotam o sistema de cortes constitucionais, tribunais constitucionais, para definir, assim, essa amplitude ou não do juiz constitucional. Porque é um perigo na sistemática de um juiz constitucional, e esse debate que aparece também no direito constitucional francês. Eu estou citando o direito constitucional francês pelo seguinte: há uma necessidade da leitura, nós lemos autores italianos, é importante, mas ler os autores franceses, né? A grande contribuição que a França tem para os estudos de direito constitucional, a Itália, a Alemanha, a Espanha, Portugal, os grandes debates que surgem hoje com a influência aqui do Jorge Miranda, Canotilho e outros autores portugueses, nesse debate que durante anos esses professores e outros vêm aqui trazendo para o nosso direito constitucional todo um debate que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho tem propiciado para uma reflexão profunda, né? O professor Carlos diz sobre a questão do direito alternativo, né? E hoje também a questão a respeito, foi citados aqui muitas vezes, a questão do direito penal, do processo penal, aquilo que o Ferrajoli, quando trata das questões a respeito da razão, da certeza e do seu trabalho sobre a questões das garantias constitucionais, e também no próprio trabalho sobre soberania, ele traz os problemas básicos, como a questão do direito penal mínimo, aquela mudança em que ele relaciona as transformações do direito penal e fazendo uma crítica ao direito penal italiano e as mudanças que decorreram, e ali dando grande saliência àquilo que os franceses estão falando também, numa teoria geral dos direitos fundamentais. E quando vamos ver essas teorias dos direitos fundamentais, elas estão alicerçadas em algumas indagações que tratam dos direitos e liberdades, de um lado, e, de outro lado, os aspectos básicos da proteção desses direitos. E, às vezes, quando se fala num direito processual geral, ou num direito processual constitucional, ou num processo constitucional, existe também as dificuldades das ações. Nós, às vezes, ficamos dentro de um direito processual. O Mauro Capelletti, em determinado momento, quando ele lança os seus trabalhos a respeito de direito e certeza, jurisdição constitucional da liberdade, ele demonstrou como havia necessidade de uma transformação do direito processual. E na jurisdição constitucional, nós não devemos entender apenas o processo constitucional e a jurisdição constitucional no exame do controle de constitucionalidade das leis. Esse é um dos aspectos fundamentais, aquilo que o Carl Schmitt fala na defesa da Constituição. Mas é preciso ampliar essas ações, que às vezes o processo civil ou os diversos sistemas processuais limitam as possibilidades de acesso à justiça. Mesmo com o mandado de injunção
e outras ações que vão ocorrendo hoje, há uma certa dificuldade naquelas ações coletivas dos direitos da sociedade. A cidadania, às vezes, sente necessidade, desde que muitos tribunais são fechados e não dão aquele acesso à justiça e aquelas possibilidades que o cidadão deve ter para implementar todos esses direitos e todas essas questões, quer seja a nível nacional, nós não vamos falar no Mercosul, que ainda não está bem institucionalizado, mas quando se fala no direito comunitário, e o professor disse muito bem, quando há aquela discussão da prevalência da norma comunitária frente ao direito interno. Toda essa discussão que a jurisdição constitucional tem propiciado na Europa e que pode propiciar também na América Latina, desde que não há um parlamento, nem há também as possibilidades da criação de uma justiça constitucional e pretende-se muito ficar assentado nas decisões através de arbitragem e de mediações. Então, essas discussões aqui revelaram essa pluralidade de aspectos que o constitucionalismo contemporâneo está enfrentando, com direitos novos, a bioética, consumidor, meio ambiente, todas essas questões que devem ser renovadas através de uma abertura em que a jurisdição constitucional ou aquela expressão direito constitucional jurisprudencial pode ser lembrada, mas os autores estão mostrando também essa questão da pluralidade legislativa, de um lado, e também os poderes do juiz constitucional, as limitações ou não desses juízes constitucionais, que chegam, que não recebendo um mandato legislativo, eles vão fazendo uma renovação do direito. Assim, esse seminário, na sua temática geral, tem uma importância significativa para o Brasil e para todo mundo envolvido nessa discussão que ocorre nos dias de hoje. Nós agora teremos os debates. Se o presidente permitir, faríamos um pequeno intervalo de, no máximo, 15 minutos. Em seguida, a palestra do professor Luca Mesetti sobre um paralelo entre o Mercosul e a União Europeia e os debates. Pedimos a todos que retornem em 15 minutos, por favor. Ah,